Salut et bienvenue sur la chaîne Trailers pour ce nouveau numéro de Première l'émission. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au Grand Rex, la plus grande salle de cinéma au monde, que le monde entier nous envie. Et ici, ensemble, on va parler des films et des séries télé les plus attendus de ce mois de mars avec, vous allez le découvrir dans quelques instants, des invités exceptionnels. Au sommaire de ce nouveau numéro, on va commencer par les 3 coups de cœur cinéma défendus par la rédaction du magazine Première, justement défendue par son rédacteur en chef, Thierry Chesse, que je vais rejoindre dans quelques minutes. Thierry Chesse, qui, si vous ne le saviez pas, est aussi la voix officielle de la cérémonie des Césars. Ah bah ouais, faut qu'on débriefe absolument cette cérémonie des Césars. Et ça tombe très bien puisque Première l'émission était à la fois sur le tapis rouge et dans les coulisses de cet événement majeur du 7e art. On va parler aussi de ce qui s'annonce être le film de l'année, cette épopée SF d'une deuxième partie. Et on a eu la chance, le privilège d'en discuter avec son réalisateur Denis Villeneuve et son acteur Josh Brolin. À l'occasion de la diffusion sur HBO de la série The Regime, on va revenir sur le parcours impeccable de la comédienne Kate Winslet qui tient le premier rôle et qui, depuis Titanic, a fait chavirer le tout Hollywood. Une autre célébrité au micro de Première l'émission, il s'agit de Jodie Foster qui vous dira tout, absolument tout, dans un français plus qu'impeccable sur la nouvelle saison de True Detective Night Country. Des critiques, des stars et un agenda sous forme de feux d'artifice, c'est ce qui vous attend au programme de ce nouveau numéro de Première l'émission, produite par la chaîne Trailers et dispo gratuitement sur toutes vos Smart TV. Les amis, on va tout de suite aller dans le vif du sujet avec les films à ne pas manquer selon le magazine Première, représenté ici par son rédacteur en chef, l'inénarrable Thierry Chesse. Comment ça va Thierry? Bonjour, et très bien après ce lancement. Je peux presque partir ou je... Non, je reste. Il veut partir tout de suite évidemment en Italie, alors qu'on est au Grand Rex aujourd'hui en Italie. Pourquoi? Puisqu'on va parler d'un premier film. Devant et derrière la caméra, il y a Paola Cortellesi, un nom qui ne vous dit probablement rien et pourtant c'est une superstar de l'humour en Italie. C'est un peu la Florence Foresti italienne. Elle était d'ailleurs à l'affiche du remake du film Papa ou Maman. Et là, pour ce premier film, elle va changer carrément d'ambiance. Film en noir et blanc, film dont on n'aurait pas pu prédire le succès. Ça s'appelle Il reste encore demain. Oui, elle change de registre et d'époque. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle joue une femme mariée qui a 3 enfants. Et on peut dire que c'est une femme qui est très maltraitée par son mari, et dont le film va raconter quelques jours de sa vie qui vont vraiment la bouleverser. Qu'est-ce qui fait le succès de ce film? Il faut quand même noter qu'il a terrassé Barbie au box-office. Exactement, ouais, parce qu'il est plus féministe sans doute que Barbie. Non, mais ce qui fait le succès, c'est que c'est toujours la force, en racontant une histoire qui se passe dans cette période-là, comment ça dialogue ou non avec aujourd'hui. Et là, ça dialogue évidemment fortement autour du féminisme, autour de la question de la libération au sens premier de la femme. Et pourquoi ça marche? Parce que c'est le langage international qui est l'humour et l'absurde. C'est-à-dire ce qu'on voit, notamment dans la relation entre cette femme et son mari, c'est extrêmement violent, mais c'est filmé de manière presque d'un ballet par moment. On danse, ça crée une distance qui fait qu'on est encore plus en empathie. Et c'est vraiment un des meilleurs films du mois. Ti verrò in tempo. Quando stai a Pure Demma. Le deuxième coup de cœur, on poursuit avec une comédie, une vraie comédie. Cette fois, ça s'appelle Bis Repetita. On va avoir une prof de lettres classiques un peu désabusée, un peu dépassée. On a aussi des élèves complètement nuls en latin. Et puis, il y a un voyage scolaire qui s'organise, mais qui ne va pas se finir comme prévu. On est en effet avec une prof qui est un peu désabusée. En fait, ce qu'elle a envie, c'est vraiment de s'embêter le moins possible. Donc, toute l'année, elle donne à ses élèves des notes qui ne sont pas inférieures à 19 sur 20. Et qu'est-ce qui se passe quand on donne des notes pas inférieures à 19 sur 20? On se dit, putain, c'est des élèves les plus brillants. Et au moment où l'option latin peut être virée, la proviseure dit, non, on va la garder. Et pour ça, on va aller faire un concours en Italie et on va gagner ce concours. Et puis, comme je crois en vous, je vais vous amener quelqu'un de ma famille qui est vraiment fan de ça, qui va être votre coach. C'est vraiment des bras cassés qui débarquent là-bas. Et donc, la seule manière de gagner, c'est de tricher. On va tricher. C'est vous la prof et c'est vous qui nous dites de tricher, mais c'est immoral. Immoral. Ça va pas, non? On a des acteurs exceptionnels, il y a Louise Bourgoin, il y a la jamais décevante Noémie Lvovsky aussi, et puis il y a surtout un talent qui est en train de grandir dans les comédies françaises, c'est Xavier Lacaille. On peut le voir que pour lui. C'est absolument formidable ce qu'il fait. Il a un sens du rythme
de la comédie, des moments d'émotion aussi. On croit absolument à tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un que le grand public ne connaît pas. Il est en plus très généreux avec les autres. Vous l'entendez, il est complètement amoureux, Thierry Chiez. Restez dans ce mood. Thierry, pourquoi ? Parce que même si la Saint-Valentin est bien loin derrière nous, vous avez été conquis par un grand film d'amour. Ça s'appelle Hors saison, c'est le dernier film de Stéphane Brisé qu'on connaît pour l'exploration dans ses films des dérives du monde du travail, avec des œuvres telles que La loi du marché, En guerre ou encore Un autre monde. Et puis là, il revient dans une veine romantique. C'est l'histoire d'un comédien qui est incarné par Guillaume Canet, qui vient de s'échapper d'une pièce de théâtre qu'il devait faire à Paris et qui part en thalasso au bord de la mer en Bretagne et qui par hasard va retrouver une femme qui vit là-bas et avec qui lui il a vécu des années, une dizaine d'années plus tôt. Et ces retrouvailles ne vont évidemment pas laisser insensible ni lui ni elle, même si elle est en couple. Ce film, il était en compétition à Venise. La bande originale est signée par Vincent Delerme. Je fais une super imitation de Vincent Delerme. Et c'est Guillaume Canet, comme tu l'as dit, qui joue ce comédien en plein doute. Un rôle qu'on avait l'impression de déjà connaître, puisqu'il avait lui-même réalisé Rock'n'Roll et lui dans une veine un peu similaire. Mais qu'est-ce qui fait cette fois la singularité de son personnage dans Hors saison ? En fait, la singularité, c'est qu'il est choisi par un metteur en scène qui croit en lui pour ce rôle et qui d'un coup va le dépouiller de plein de choses. Moi j'ai redécouvert l'acteur Guillaume Canet qui est plus émouvant, plus drôle et puis ce qui fonctionne c'est le duo. C'est une comédienne italienne qui s'appelle Alba Rohrwacher et ce qui se passe entre eux est tellement magique qu'on sent que le réalisateur a enlevé les dialogues pour laisser les regards, la musique de Delerme et ça fait du bien à un film. C'est un film d'amour mais qui n'essaye pas de finasser. J'ai été absolument bouleversé et vraiment on redécouvre Guillaume Canet acteur. Tu veux vraiment que ça se termine comme ça ? Je sais pas. Montre-moi. Comment tu t'excuserais? Merci beaucoup Thierry pour toutes ces excellentes recommandations. Vous pouvez évidemment retrouver l'intégrale de ces critiques et d'autres encore dans le magazine Première, le vrai, en papier. Vous pouvez tout de suite aller acheter en kiosque. Raphaël Quenard, Justine Triet, Thomas Caillet, ils ont pour point commun d'avoir redessiné la carte du cinéma français l'année dernière et à ce titre ont été invités sur la prestigieuse scène de l'Olympia à l'occasion de la traditionnelle remise des prix des Césars. Et pour cette nouvelle édition, les Césars se sont même offert le luxe de la présence inédite du cinéaste Christopher Nolan qui s'est vu remettre un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Évidemment, Première l'émission était à la fois sur le tapis rouge et dans les coulisses de cet événement hors norme. Le 23 février dernier, le cinéma français a décerné ses Césars. Alors qu'une nouvelle vague MeToo planait au-dessus de cette 49e cérémonie, les 4694 votants de l'Académie ont choisi de mettre en avant les femmes à travers des récompenses historiques et des discours engagés. C'était LE sujet de la soirée et Virginie Efira et Léa Drucker sont venues en parler à notre micro. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un de parler, d'autres personnes qui parlent? Judith Godrèche a par exemple beaucoup parlé du consentement. Il y a un film d'ailleurs cette année, mais enfin c'était quand même le roman de Springora. Quand il y a cette prise de conscience globale, il y a la possibilité d'un changement. Pas d'une éradication du mal, mais d'un changement, je crois. Oui, il y a quelque chose de très spectaculaire qui est en train de se passer, de très fort. Avec vraiment une sorte de parole qui se libère de façon très collective. Après, je trouve que ces dernières années, depuis 2017, il y a eu en tout cas nous concernant, je trouve qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, des progrès qui ont été faits. Et je ne voudrais pas oublier de dire que je vois sur les tournages comment les choses ont déjà bougé. Il s'agit de se battre contre les abus de pouvoir. Sur le tapis rouge, on a croisé Harry Wortalter, sacré meilleur acteur pour son rôle inoubliable de militant d'extrême gauche dans le procès Goldman. Beaucoup d'émotions, quoi. Je suis un petit peu fier quand même. Mais aussi Ella Rumpf, qui peine à trouver ses mots après s'être imposée comme LA révélation féminine de l'année en endossant une tête d'ampoule dans le théorème de Marguerite. Je réalise pas vraiment encore que j'ai gagné ce César, mais je suis très heureuse d'avoir reçu cette reconnaissance qui est vraiment très joyeuse. Du côté des révélations masculines, c'est Raphaël Quenard qui a été distingué pour Chien de la casse. Ce premier film de Jean-Baptiste Durand sur l'amitié conflictuelle de deux sudistes paumés dans un petit village de France est également reparti avec son César. Le cinéaste nous a confié ce qu'il attendait pour la suite avec beaucoup d'humilité. J'essaie d'écrire un second film qui s'appelle L'homme qui a peur des femmes. Et la suite, c'est si ça me facilite le chemin, il faut que je me dise que
ça peut être très dangereux la facilité, donc je vais tout faire pour être digne de cette reconnaissance. Mais le grand vainqueur de cette soirée, ce fut le film de Justine Triet. Anatomie d'une chute continue d'imprimer sa légende. Après avoir reçu la Palme d'Or du dernier festival de Cannes, Justine Triet a notamment reçu le César du meilleur film et surtout celui de la meilleure réalisatrice, devenant la deuxième cinéaste femme à remporter ce prix après Toni Marshall en 2000 pour Vénus Beauté. Pendant la soirée, Anatomie d'une chute a également remporté le César de la meilleure actrice, du meilleur acteur dans un second rôle, du meilleur scénario original et du meilleur montage. Ce grand succès était attendu et plus que mérité pour l'équipe du film qui devrait poursuivre son triomphe lors de la cérémonie des Oscars le 10 mars prochain. En revanche, Monia Chokri a volé la vedette à Christopher Nolan. Présent pour recevoir son César d'honneur, le réalisateur britannique était aussi en lice pour le César du meilleur film étranger avec Oppenheimer. Et contre toute attente, c'est simple comme Sylvain, l'histoire d'un adultère passionnel victime de sa fatalité qui a glané le trophée. Extrêmement émue et comme si je flottais en fait. Comme j'ai dit sur scène, la vie que j'ai aujourd'hui, elle est nettement plus grande que celle dont j'avais rêvé. Dune, deuxième partie, c'est le film événement de cette année. Le réalisateur Denis Villeneuve a réussi à réunir devant sa caméra un casting 5 étoiles pour raconter la suite des aventures dantesques de Paul Atreides. Mais alors, il y a plein d'interrogations qui nous taraudent l'esprit. Par exemple, quels furent les défis rencontrés par l'équipe pour filmer cette tragédie futuriste? Et surtout, comment être à la hauteur du premier volet? Et surtout, comment est-ce qu'ils ont fait pour filmer dans le désert malgré une chaleur pareille? Eh ben ça tombe bien parce que ces questions, on les a posées directement au cinéaste canadien Denis Villeneuve et à l'acteur Josh Brolin. Et vous allez l'entendre, les réponses, comme ce phénomène, sont déjà légendaires. Retardé par la pandémie de Covid-19 et après avoir rassemblé plus de 3 millions de spectateurs dans les salles françaises, Dune deuxième partie s'est imposé malgré lui comme l'événement cinéma de l'année. Des costumes somptueux, des décors à couper le souffle, des effets spéciaux bluffants, tous les ingrédients sont réunis pour que le film émerveille le public. Pourtant, ce n'était pas de tout repos pour l'équipe. C'est dans un climat aride et intense que le film s'est tourné, comme l'explique Josh Brolin. I think it was a little more difficult, which I like. I like things that are a little uncomfortable and difficult. It's very practical. There's not a lot of green screen. There's not a lot of that stuff. So I don't think that there was the ease and the awe of going into it. It was a little more pressure during this movie, but you know, the pressure's not a bad thing always. I think it really worked for us in this film. But again, it was good. It was good, man. I like it. I like that stuff. De son côté, le cinéaste est revenu sur la préparation du film. On est rentré en pré-production tous un peu arrogants, confiants. Je savais qu'on allait faire un film avec le même alphabet, le même vocabulaire, les grandes lignes étaient tracées. On avait déjà commencé à créer le deuxième film. On s'est vite rendu compte que le film était beaucoup plus ambitieux techniquement. J'avais vraiment écrit un monstre de par l'ampleur et le nombre de séquences techniquement compliquées. Et c'est jouissif, c'est ludique, mais c'est pas facile. We gave them something to hope for. That's not hope! La mini-série The Regime est l'occasion idéale pour retracer le parcours sans faute de la comédienne Kate Winslet. Inoubliable dans Titanic, elle a depuis, attention, alerte jeu de mots, navigué entre les blockbusters hollywoodiens et les films d'auteurs indépendants. Il y a aussi eu la série Mare of Easttown et voilà qu'elle revient bousculer le petit écran avec cette satire politique signée Stéphane Frears, la preuve irréfutable que la carrière de l'actrice s'est constamment renouvelée. Juste avant The Regime, voici le délicieux portrait de Kate Winslet. Radieuse, physique, fascinante et complexe, à Hollywood, on considère Kate Winslet au sommet de son art. This is a great passion for me, acting. I absolutely love it and I love my job. Kate Winslet was born October 5th, 1975 in Berkshire, England, and it's no surprise that she wanted to get into show business. Her parents, Roger and Sally, are both actors. Kate a toujours voulu être actrice. Elle a commencé à étudier très tôt. Adolescente, elle obtenait déjà des rôles à la télévision britannique.
Heavenly Creatures was Kate Winslet's first movie. She plays a teenager who helps her best friend kill her mother. Sa prestation a attiré l'attention du réalisateur Ang Lee, qu'il a choisi pour donner la réplique à Emma Thompson dans Raison et Sentiment. She is Marianne. Probably made up my decision the first sight I saw her. Raison et Sentiment a été nommée pour 7 Oscars, dont un pour Kate, en tant que meilleure actrice dans un second rôle. Kenneth Branagh, le réalisateur, était épris de cette jeune actrice abondamment talentueuse. Il l'a choisie comme Ophélia dans son adaptation de Hamlet. She was a natural, again, worked very, very hard. You just knew you had one of these kind of thoroughbred actors. That's how she struck me as. Son rôle suivant l'a catapulté vers la célébrité. Leonardo DiCaprio et elle étaient des amants maudits, au milieu de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Kate was a big reason why I took this film. I mean, I think she's an actress with, number one, a lot of integrity, and I think she's extremely talented. Kate et Léo se sont fortement liés d'amitié pendant le tournage. It sounds really naff to say this, but we are really like brother and sister. And we've shared so much, I mean, on a personal level. He's got lots of my secrets, and I've got heaps of his, and I'd never tell a soul. Titanic est devenu l'un des plus grands films de l'histoire, aux côtés du Magicien d'Oz et de la Guerre des Étoiles. Kate était célèbre dans le monde entier, et son rôle lui a valu d'être nommée aux Oscars. I look back and I felt I had a handle on everything, but the reality was, in fact, nothing could have prepared me for the success of Titanic and how much everything changed. Elle ne voulait pas tomber dans le piège des superproductions. Elle a donc choisi de plus petits films, plus personnels. Hideous Kinky wasn't a hit at the box office, but it was the film where Kate met her first husband, film director Jim Threppleton. They married in 1998 and they have a daughter together, Mia, but they would later split up in 2001. Kate's second husband was also a film director, Sam Mendes. They had a son together, Joe, but eventually they would split up in 2011. En 2008, Kate a retrouvé son partenaire de Titanic, Leonardo DiCaprio, pour Les Noces rebelles. La même année, elle a aussi joué une garde de camp de concentration pour le réalisateur Stéphane Daldry dans The Reader. I feel unbelievably lucky to have Kate not just in the film but also in my life. She's an astonishing actress and I think gives an amazing performance. Cette année-là, aux Golden Globes, elle a gagné dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour The Reader et dans la catégorie meilleure actrice pour Les Noces rebelles. Et après avoir été nommée 6 fois, elle a enfin obtenu un Oscar. You know, having been here before and lost, to be here and win, I've got to tell you, winning is really a lot better than losing. Really a lot better. En 2013, Kate a joué avec Josh Brolin dans Last Days of Summer. The thing about Kate Winslet is she's extremely professional. She brings her A game always. She's a lot of fun to be with. She understands what it is to have fun on a set and be extremely focused at the same time. Elle a ensuite joué une méchante dans la superproduction SF Divergente. She's a bit of a female Hitler, really. That's how I would best describe her. Kate est peut-être belle et chic, mais elle s'est toujours considérée comme une actrice et une mère, même après avoir réussi le succès hollywoodien ultime. I absolutely love what I do. Elle est si rare dans nos écrans, c'est pour ça qu'elle est si précieuse. Je parle évidemment de Madame Jodie Foster, qui réapparaît dans la nouvelle saison de la série True Detective en se glissant dans la peau d'une enquêtrice très amère, un personnage qui fait écho à son rôle culte de Clarice Sterling dans Le Silence des agneaux. Mais malgré tout, a-t-elle su se réinventer ? On s'est dit que vous alliez préférer entendre la réponse directement de sa bouche. C'est pour ça que dans un français complètement parfait, bien meilleur que le mien, Jodie Foster est dans l'interview de Première l'émission. Bonjour, je suis Jodie Foster avec True Detective et nous sommes sur Trailers. Pourquoi avez-vous eu envie de jouer dans True Detective ? Moi, la façon dont je choisis, c'est surtout pour le scénario, de regarder le scénario, de me demander si c'est quelque chose qui m'obsède, si c'est quelque chose que je peux passer un an de ma vie à obséder, parler dessus. Et puis la seconde partie, c'est le metteur en scène. C'est vraiment de rencontrer le metteur en scène. Et là, avec Issa Lopez sur True Detective, c'était très facile. Elle est brillante. Et tout ce que j'aime chez les metteurs en scène, c'est peut-être mon metteur en scène préféré avec qui j'ai travaillé. Vous avez travaillé avec très peu de réalisatrices. Est-ce que ça vous a manqué ? C'est vrai, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de réalisatrice. Il n'y a presque pas chez nous. Chez vous, en France, beaucoup plus, mais chez nous, presque pas. Alors, il m'est pas arrivé à travailler avec une réalisatrice, peut-être il y a 10 ans,
15 ans peut-être. Et là, depuis, j'ai quand même fait 4 films avec des réalisatrices. Je ne sais pas si ça fait une différence. Moi, je dis toujours que mon réalisateur féministe préféré, c'est Jonathan Demme, qui a fait un très bon film dans Le Silence des agneaux, un film de femme. Je ne sais pas si ça fait une différence. Bien sûr, nous avons une différente histoire. Nous amenons une différente histoire. Mais j'espère que les films sur les femmes seront dirigés par les hommes et vice-versa. Hein. Votre personnage dans True Detective fait écho à votre rôle dans Le Silence des agneaux. Pensez-vous encore à Clarice Starling ? Il y a plein de gens qui me demandent « Ah tiens, Clarice Starling et Liz Danvers dans True Detective, c'est peut-être la même personne ?» Je dis non, absolument pas, parce que Clarice Starling, elle était quelqu'un de très moral, avec une moralité qui était même presque religieuse. Je pense qu'elle n'aurait pas continué dans l'FBI. Je pense qu'elle aurait fait autre chose. Elle aurait travaillé à un hôpital ou devenu bonne sœur, je ne sais pas. Mais elle est définitivement pas du tout comme Liz Danvers, qui est méchant. Raciste, agressif, en colère tout le temps et définitivement corrompu moralement. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne me laissait pas faire avant d'avoir 50 ans. Là, je suis la personne qui soutient le personnage de Kaylee. Elle est au centre du film et c'est sa voix à elle. D'ailleurs, une voix qui est mi-indigène, native américaine et black. Cette voix, on ne l'entend pas beaucoup. Alors c'était très important qu'elle soit centrale dans le film. Après Martin Scorsese et Killers of the Flower Moon, il y a de plus en plus de fictions qui donnent la voix aux Native Americans. Est-ce que c'est un combat à mener ? Heureusement que nous venons à un moment dans l'histoire où nous commençons à focaliser sur l'histoire des Natives américaines. L'histoire très malheureuse, pas malheureuse mais tragique chez nous, un génocide qui a été fait par les colonisateurs pour le peuple natif, 20 millions de personnes quand même qui sont morts. Ça me donne beaucoup de bonheur que maintenant nous commençons à en parler et encore plus de bonheur que nous avons encore plus de films qui parlent de ce sujet avec une voix native. This is going to sink you in the ice. Et pour finir cette émission, voici le top 5 des films et séries les plus attendus en ce mois de mars par notre équipe. On commence avec un Jude Law aussi monstrueux que méconnaissable. On poursuit avec un panda glouton complètement fan de Bruce Lee. Il y aura aussi l'affrontement de 2 légendes XXL et puis un Jack Gyllenhaal qui va monter sur le ring. Et on terminera par une tempête médiatique dans le foot. Voici le top 5 de Première l'émission. Avec ce film d'action musclé, Doug Liman transforme Jack Gyllenhaal en combattant de l'UFC, reconverti en videur dans un relais routier des Kiss. Sous la chaleur moite de la Floride, l'acteur entame une lutte sans merci contre le gang local et livre une prestation bluffante avec la rage au ventre. Remake modernisé, à coups d'effusion de sang et d'explosions massives, le film est porté par un Jack Gyllenhaal stupéfiant qui donne un second souffle au classique culte des années 80. Coup de poing visible dès le 21 mars sur Amazon Prime. Is that one a friend of yours? No, I just broke his arm. Oubliez tout ce que vous connaissez de Jude Law. La star ne vous fera pas rêver dans Le Jeu de la Reine où laid, barbu, énorme, il s'impose avec cruauté dans le rôle du roi Henri VIII qui a inspiré le mythe de Barbe Bleue. Dans l'Angleterre ensanglantée des Tudors, il tente de mener la partie dans un bras de fer amoureux avec Alicia Vikander, sa 6e et dernière épouse. Entre trahison, abus de pouvoir et conspiration, le réalisateur Karim Aynouz signe un film historique terrifiant. Présenté en sélection officielle au Festival de Cannes, le film sort enfin en salle le 27 mars. You think you know us better than we know ourselves. Les aventures du célèbre panda ne s'arrêtent pas. Dans ce 4e volet, le guerrier dragon Po se voit doté de nouvelles responsabilités puisqu'il s'apprête à être nommé chef spirituel de la vallée de la paix. Après avoir mené des combats légendaires contre les maîtres du mal les plus redoutés, le guerrier va devoir redoubler de courage pour affronter cette fois un adversaire de petite taille pour une grande aventure à découvrir au cinéma dès le 27 mars. T'as trouvé un rival à ta mesure, Caméléon. On se ressemble, toi et moi. Skadouche.
Après s'être fait la peau dans Godzilla vs Kong, les deux créatures légendaires vont finalement s'allier dans Godzilla, Kong, The New Empire, pour combattre un redoutable ennemi destructeur. Soi-disant inspiré par le duo de l'arme fatale, c'est ce que révélait récemment le réalisateur, ce buddy movie promet d'en mettre plein les yeux avec des scènes d'action qui défient les lois de la gravité. Rendez-vous le 3 avril en salle pour assister à cet affrontement démesuré. Scandale, médailles et coups de pression, c'est un coup de pied dans le monde du foot que donne Canal+ avec sa nouvelle série La Fièvre, qui marque les retrouvailles d'Eric Benzekri et Ziad Doueri après Baron Noir. Lorsqu'une star du ballon rond insulte son coach, il ravive des débats sociétaux sur l'identité et déclenche une tempête médiatique envenimée par la loi des réseaux sociaux et la culture du clash. En seulement 6 épisodes, la star de l'équipe de France est mise hors jeu par tous les Français, sous la houlette des journalistes et des conseillers en communication. Un match musclé, mené par Nina Meurice, Anna Girardot et Benjamin Biolay, à retrouver uniquement sur la plateforme au mois de mars. Allez-vous sanctionner Fonetiam? C'était Première l'émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment le mois prochain pour encore plus de critiques, de coups de cœur et de trailers. Salut!